Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du trajet de la lumière au travers un TP que je vais vous détailler et vous présenter. Ce TP il est en deux parties. Il a pour objectif, dans une première partie, de découvrir la loi de Descartes et de la vérifier expérimentalement. Et dans une deuxième partie, de découvrir et vérifier expérimentalement l'existence d'un angle limite de réfraction. Le texte du TP, c'est le suivant. Donc dans une première partie, il s'agit d'étudier la réfraction de la lumière. En étudiant le toxote, qui est un poisson de la famille des poissons archers, qui a la capacité de produire un jet d'eau puissant et précis pour assommer les proies se trouvant hors de l'eau et dont il se nourrit. Par exemple les insectes, les araignées, etc. La problématique, c'est de quelle manière le toxote voit-il sa proie. Et ensuite, on enchaîne avec une première question. En supposant que la vision du toxote dans l'eau est assimilée au trajet d'un rayon lumineux, quel schéma correspond à ce que voit le toxote? Donc on a deux possibilités, schéma 1, schéma 2. Donc là, ici, c'est le schéma 2 qu'il fallait prendre. Bon, c'est une première question d'introduction qui n'a pas beaucoup d'implications, hein, mais bien comprendre que quand on a un changement de milieu, il y a une modification du trajet. S'il n'y avait pas de modification, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt dans ce qu'on est en train de faire. Alors, comment on peut le savoir avant de faire le TP? Bien, simplement, chez vous, vous pouvez prendre un verre, mettre une paille, une fourchette, une cuillère dedans, dans un verre d'eau. Et du coup, vous verrez, si vous regardez sur le côté, qu'il y a une légère déviation. Et ça peut donner l'impression même que l'objet que vous avez mis dans le verre d'eau est limite plié alors que c'est pas le cas. Mais c'est le même principe pour le toxote. Vous le faites bien sûr de prendre le schéma 2. Ensuite, on a un protocole expérimental. Donc il faut se munir d'un laser, sans le pointer vers les yeux de quelqu'un parce que c'est pas très agréable. Ensuite, comme on le verra dans le TP, donc il faudra bien positionner le demi-cylindre et aligner sur la graduation 90 degrés du disque, régler la source lumineuse sur la graduation 0 degré et ensuite tourner le disque afin de réaliser le TP. On demandera ensuite de compléter la ligne du tableau, la troisième, donc celle ici, au niveau des mesures, puis ensuite de faire différents calculs, différents sinus, donc ici et ici, et enfin de continuer à faire nos calculs en complétant la dernière ligne en prenant la bonne valeur de n en fonction du demi-cylindre utilisé dans le TP. Et ensuite, questions 5 et 6, ça sera de l'exploitation, donc on verra ça tout de suite après le TP. Donc on se retrouve ici avec le montage nécessaire pour la première manipulation, où on a un support avec un disque gradué, une cuve à eau, pour l'instant elle est vide. Donc on s'assure bien qu'elle est bien fixée au support pour s'assurer qu'on a des bonnes mesures. On peut aussi le faire avec une feuille graduée et un disque, ça marchera aussi. Donc la première chose, notre cuve ici, on la remplit d'eau. Alors on peut aussi le faire avec du plexiglas à la place de la cuve à eau. L'un ou l'autre fonctionne aussi. L'essentiel c'est d'avoir cuve. Donc pour le texte du TP, c'était vérifier le trajet de la lumière dans le cas d'un poisson. Donc on prend une cuve à eau puisqu'un poisson vit dans l'eau. Ensuite on a ici un laser. Donc on va l'allumer puis on va commencer la manipulation. Donc avec le laser allumé, on le fait bien passer par le 0, donc on le déplace bien où il faut. On vérifie bien que le laser passe bien dans l'eau, ce qui est le cas ici. On peut s'assurer en mettant un peu d'eau, voir si ça change rien, mais on voit bien le point. Sur la vidéo, vous le verrez peut-être pas forcément, mais le point ici passe bien dans l'eau. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à régler. Donc, première chose, la cuve est bien alignée sur les 90. Ça, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, on passe bien le laser par le 0. Donc, c'est le cas. Maintenant, il n'y a plus qu'à régler.
Donc on nous demande de faire des mesures pour 50, 40, 30, 20 et 10 degrés en angle d'incidence. L'angle d'incidence, on va le lire ici. Donc on commence par le 50. Donc on va bien régler la graduation 50. On passe et on lit ici l'angle réfracté. Donc on lit directement et là on sera entre 30 et 40. Donc très exactement, on va se situer à 34. Si on regarde bien, on sera à la graduation 34 ici. Ensuite, on continue. Donc là, on fait tourner notre disque pour aller au 40. On s'assure toujours qu'on arrive bien sur le 0, sinon on redécale légèrement le laser pour que ça soit le cas. Toujours bien faire attention. On va lire la valeur, qu'ici on est à 29. 29, 28, c'est un peu entre les deux. On continue. Donc on va se trouver à 30. Donc à 30, pareil, on va lire. Là on est à 21, donc là ça tombe bien, c'est pile dessus, donc il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir. Pas comme la valeur précédente. On continue. 20 degrés, on lit, on est à 14. Et on fait pareil à 10, où là, on va se trouver à 7. Donc voilà pour la partie manipulation. Maintenant, la vérification de la loi de Descartes, ça va se refaire avec le calcul sur le document. Donc après avoir fait les manipulations, on a pu reporter les valeurs dans la ligne numéro 3 du tableau, donc la ligne I2. On a donc nos valeurs obtenues de façon expérimentale. Alors, une petite précision, si vous faites le même TP, vous obtiendrez des valeurs normalement similaires si vous avez une cuve d'eau, bien sûr. Si vous trouvez la même chose à 2 ou 3 degrés près, vous pourrez considérer que vous avez les bonnes réponses. Toujours des imprécisions au niveau de la mesure qui vont dépendre de la qualité du matériel que vous utilisez et de la rigueur avec laquelle vous faites la manipulation. Si vous utilisez un autre matériau, par exemple le plexiglas, vous n'aurez absolument pas les mêmes valeurs et ça sera tout à fait normal. Donc, ceci étant dit, une fois qu'on a rempli cette ligne avec les résultats de l'expérience, on peut calculer les sinus. Donc sinus de I1, là normalement tout le monde trouve la même chose puisqu'on se base sur les valeurs de I1 qui sont juste au-dessus, qui elles sont données. C'est les mêmes pour tout le monde, donc du coup les valeurs des sinus c'est les mêmes pour tout le monde aussi. Donc ça, l'obtention du sinus, on le fait à la calculette en tapant sinus de 50, en vérifiant que la calculette est bien en degrés, pour obtenir 0,77, et même chose pour 40, pour 30, pour 20, pour 10. Donc calculette ou bien sûr un logiciel de calcul comme GeoGebra fonctionne très bien. Pour la ligne sinus I2, c'est le même principe, sauf qu'on prend les résultats de l'expérience qu'on a obtenus, juste à la ligne du dessus. Donc là, du coup, les valeurs de sinus I2, vous obtiendrez des valeurs qui sont proches, pas forcément exactement les mêmes si vous n'avez pas trouvé exactement les mêmes angles que moi. Encore une fois, c'est tout à fait normal sur des résultats expérimentaux. Pour la dernière ligne, pour N2 sinus I2, ici. Donc là, il va falloir faire un calcul. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir l'indice du demi-cylindre utilisé. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé de l'eau, donc l'indice c'est 1,33. Et l'indice, c'est la valeur de N, donc en l'occurrence ici de N2. Si on utilisait du plexiglas, ce sera 1,49. Si vous avez utilisé un autre matériau, il suffira de se renseigner sur le matériau pour trouver son indice de réfraction et pouvoir faire le calcul. Donc le calcul après c'est tout simple, c'est la valeur de l'indice multipliée par sinus I2 qu'on a trouvé juste au-dessus. Donc il suffit de multiplier la ligne ici par 1,33 pour trouver les valeurs ici. Pas très dur, c'est du calcul, c'est tout un bon usage des outils de calcul, calculatrice ou logiciel, pour obtenir les bons résultats. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de difficulté. La question 5. Lorsque la lumière rencontre un autre milieu, que se passe-t-il?
On l'a vu, lorsqu'elle rencontre un autre milieu, elle est déviée. Et est-ce que ça explique la vision du toxote? Eh bien oui, ça l'explique. Jusque-là, tout va bien. Pour la 6e question, la loi de Descartes sur la réfraction, donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2 est-elle vérifiée? Justifiez la réponse. Donc oui, elle est vérifiée expérimentalement car on va constater que les résultats obtenus à la 2e ligne du tableau sont similaires aux résultats obtenus en dernière ligne. Donc, les résultats de cette ligne-là sont proches de cette ligne ici. Alors, il y a une petite différence quand même. Alors, cette petite différence, elle s'explique tout simplement parce que on mène des expériences. Et quand on mène des expériences, on a une imprécision due à l'expérience qui arrive et du coup qui explique petit décalage, mais c'est suffisamment proche pour qu'on considère qu'en physique, on a des résultats comparables. Donc voilà pour cette première manipulation. Donc la 2e manipulation, c'est sur la réfraction limite et la réflexion totale. Donc on va voir le texte, déjà brut. On est dans une situation où Alexandra, pas de chance, elle doit passer une fibroscopie. Donc son médecin va lui expliquer que le fibroscope s'introduit à l'intérieur du corps humain et c'est constitué de plusieurs fibres optiques. Ça sert à la fois à éclairer et à conduire la lumière afin de voir à l'intérieur du corps lors d'une opération. Et Alexandra, elle se demande si la lumière peut effectivement être guidée par un matériau transparent comme à l'intérieur d'une fibre optique. On va pas tester un fibroscope sur des cobayes, hein, on est en physique, on fait pas médecine, on est humble face à ça. Par contre, on va faire des expériences sur l'angle limite de réfraction. Donc l'expérience consiste à faire quelque chose d'assez similaire au TP précédent, donc toujours avec un laser, un demi-cylindre, donc on va voir tout ça. Donc on se retrouve maintenant à nouveau sur une manipulation, puisqu'on va vérifier l'angle limite de réfraction du plexiglas, ce qui est demandé. On pourrait le vérifier avec d'autres matériaux, hein, c'est pas un souci. Sauf que là on demande pour le plexiglas, donc j'ai retiré la cuve à eau et j'ai mis un demi-disque dans le plexiglas à la place. Donc, maintenant qu'on a le montage, il y a quelque chose qui change par rapport à la manipulation précédente, c'est que le rayon, il doit arriver depuis le plexiglas, sinon on n'observera rien. Donc pour ce faire, très simple, on tourne complètement le disque pour démarrer au 0, mais cette fois-ci côté plexiglas. Donc du coup on pourra observer ici le rayon qui passe du plexiglas ici à l'air. Et ça c'est ce qui va nous intéresser. Donc on regarde bien notre rayon ici. Là pour l'instant il existe. Donc dans un premier temps, on nous demande de vérifier à 30 degrés. Donc là on est à 30 degrés et on observe un angle qui est autour de 48, 49, donc un angle de réfraction qui est plus grand. Donc ça c'est une condition nécessaire pour qu'on puisse observer un angle limite de réfraction. Il faut absolument que l'angle de réfraction soit plus grand que l'angle d'incidence de base, sinon on n'observera pas le phénomène. Donc si on faisait dans l'autre sens de l'air qui passe dans le plexiglas, on n'aurait jamais le phénomène de réfraction limite. Donc maintenant qu'on a vérifié ça, il va falloir continuer à tourner le disque, à augmenter l'angle, jusqu'à trouver cet angle limite de réfraction. Et donc en fait, on va observer le rayon ici, voir quand est-ce qu'il disparaît. Donc là, on le voit. Il est toujours là. Là, on l'a encore un tout petit peu. Et là, on l'a plus. Donc on est à 44 degrés, ici. Il n'y a plus un seul rayon qui passe. Par contre, on a bien une réflexion, comme dans un miroir, mais plus de réfraction. Et donc là, on est ce qu'on appelle une réflexion totale, et on est à l'angle limite de réfraction, puisque si on le diminue, on voit réapparaître le rayon.
Et si on l'augmente, ben ça change rien, on est toujours en réflexion totale. Donc c'est vraiment la limite à partir de laquelle le phénomène de réflexion totale commence à se produire. Donc là ici on est sur du 43-44 degrés. Donc pour la manipulation là, c'est terminé, on a trouvé cet angle limite. Maintenant il y aura juste à voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc en termes d'exploitation des résultats, on a les 3 premières questions ici qui sont essentiellement des étapes de manipulation, donc ça vous venez de le voir. Maintenant, en termes d'exploitation en elle-même par rapport au problème d'Alexandra, on doit dans un premier temps parler des milieux de propagation dans l'expérience. Donc là, il y avait l'air et le plexiglas. C'est important de bien faire cette distinction, puisque on va voir que dans la fibre optique, c'est pas tout à fait les mêmes milieux, puisque on a un cœur d'indice N1 et une gaine d'indice N2. On garde ça dans un coin de notre tête, on regarde la suite des questions. La 5, dire comment se propage la lumière à l'intérieur de la fibre optique. Donc, elle se propage uniquement dans le cœur en subissant des réflexions totales successives sur la gaine. C'est un peu l'idée du schéma qu'on a ici. Donc si on regarde le schéma, ça suffit vraiment pour donner cette réponse, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. La chose surtout à éviter, c'est de dire que dans la fibre optique, elle se propage en ligne droite, parce que ça, c'est absolument pas le cas. Et ça, il faut vraiment faire attention à ce genre de réponse. La question suivante, quelle est la condition sur N1 et N2 pour que la lumière se propage ainsi? Donc ça, il fallait bien avoir compris ce qui se passait dans l'expérience qu'on a vue. En fait, pour qu'il y ait une réflexion totale, et c'était un peu l'idée de l'expérience, c'est de se rendre compte que on part du plexiglas avec un indice de n est égal à 1,49 pour aller dans l'air avec l'indice n égale 1. Et du coup, il y avait réflexion totale, chose qu'on n'avait pas observée dans la première manipulation où on partait de l'air pour aller ensuite dans l'eau qui avait un indice plus élevé. Si on prend tous ces éléments en compte, on peut en déduire que la condition, c'est que l'indice N1 soit plus grand que l'indice N2. En fait, il faut tout simplement, pour qu'il y ait une réflexion totale, que le milieu par lequel la lumière arrive ait un indice plus élevé que le milieu dans lequel la lumière va potentiellement aller. Si cette condition est vérifiée, à partir du moment où on dépasse l'angle limite, comme on a observé dans le TP, eh bien, on a une réflexion totale. Et du coup, pour la 7, expliquer à Alexandra comment fonctionne le fibroscope. Eh bien, en fait, il fallait juste dire que le fibroscope, il fonctionne sur le principe de la réflexion totale de la lumière. Rien qu'en disant ça, on répond à la question. On peut compléter en disant que c'est le phénomène qui permet aux fibres optiques de conduire la lumière afin d'obtenir une image de l'intérieur du corps. Là, on a une réponse vraiment complète. Voilà, il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire. Sur ce genre de questions, d'explications, c'est on reprend ce qu'on a fait avant pour apporter une réponse complète. Donc voilà qui conclut ce TP sur le trajet de la lumière. On a vu comment vérifier expérimentalement la loi de Descartes et comment trouver l'angle limite de réfraction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, sinon je vous dis à très bientôt.